Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Entreprise. Nous sommes réunis aujourd'hui pour interviewer Marie, donc qui est ostéopathe animalier. Et dans un premier temps, donc je vais récapituler un petit peu notre concept d'émission. Nous allons voir 3 axes, Marie. Premier axe, ton environnement. Ok. Deuxième axe, ton organisation. Ok. Et troisième axe, qui es-tu? Ok. Ok, ça va. Ça va. Pas de pression, tout va bien, la vie est belle. Ok. Aujourd'hui, donc c'est moi, Pierrick Moreau, donc, qui interview Marie. Et nous avons toujours Gilda à la technique qui nous permet d'avoir notre qualité d'image et notre qualité de son optimum. Et bien, ce que je te propose, Marie, c'est déjà dans un premier temps de te présenter et de nous dire un petit peu qui tu es très rapidement, et ensuite on ira sur ton environnement. Du coup, moi je suis Marie Miani, j'ai 25 ans et je suis du coup ostéopathe animalier. Alors, question bête, c'est quoi ostéopathe animalier? Du coup, ostéopathe animalier, c'est comme l'ostéopathie humaine. Ouais. Bon, après, il y a autant d'ostéopathies humaines différentes qu'il y a d'ostéopathie animale différentes, selon les écoles, les cours et même les mouvements. Et puis, généralement, c'est un peu comme nous, sauf que bon, les animaux disent pas qu'ils ont mal. Généralement, c'est leurs propriétaires qui vont voir qu'il y a un problème. Et du coup, on va généralement faire des consultations pour des animaux qui ont des problèmes, ou même tout simplement par prévention, parce que je le rappelle quand même, on est censé aller voir l'ostéopathe en prévention avant tout. Oui. Donc, voilà. Évidemment, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Donc c'est à peu près la même chose que pour l'humain, mais pour l'animal. D'accord, mais Voilà. du coup, alors moi je connais pas tellement ce que c'est réellement l'ostéopathie. Qu'est-ce que tu fais sur l'animal? Quels sont les bienfaits pour l'animal finalement? Alors les bienfaits, ça va dépendre en fait du motif de consultation de base. Si c'est pour de la prévention, on verra pas forcément des résultats extraordinaires parce qu'en fait globalement l'animal va bien. Par contre, on peut aussi intervenir surtout sur tout ce qui va être pathologie de senior, donc l'arthrose ou ce genre de choses. Alors on ne guérit pas l'arthrose quand on est ostéopathe, mais par contre on peut la rendre plus supportable pour l'animal. Okay. Et après, globalement, moi je travaille sur les articulations, ça on le sait bien, mais aussi les muscles. Ça va être les viscères, ça va être le crâne aussi, parce qu'il faut savoir que selon les espèces, les sutures du crâne elles vont plus ou moins être soudées, donc on peut travailler dessus. Je vais aussi travailler sur les fascias. Les fascias, c'est un tissu qu'on ne connaît pas trop. Qui entoure le muscle. Ça entoure toutes les cellules du corps. Donc je peux travailler le fascia à la tête comme sur les pieds, quoi. Et du coup, moi c'est vrai que je connaissais ça sur l'humain, mais je ne savais pas qu'on faisait exactement la même chose pour les animaux. Et quel type d'animal tu peux être amené à soigner justement comme ça? En fait, on pourrait dire tout, parce qu'après, il s'agit d'une connaissance anatomique, mais les techniques restent les mêmes. Okay. Et puis après, il y a des choses qui sont plus développées. Aujourd'hui, on a plus développé l'ostéopathie sur la vache, le chien, le chat, le cheval. Okay. Après, c'est déclinable sur la chèvre, les poules, les lamas. C'est un peu plus rare sur les reptiles, mais ça se fait encore un peu. Alors, les lamas? Les lamas, il y a des lamas en Bretagne? Oui, il y en a quelques-uns. Ça arrive, l'école dans laquelle moi j'ai fait mes études, on avait parfois un petit peu des cours sur des animaux un peu particuliers, notamment sur tout ce qui va être ferme pédagogique, où il y a souvent 2-3 vaches, quelques ânes, les lamas. Tant qu'ils se laissaient manipuler, on y allait. Ok. Voilà. Et ça rejoint justement notre premier axe. Tu disais l'école dans laquelle tu as étudié et aujourd'hui, donc tu es ostéopathe en Bretagne. Oui, en Bretagne. Enfin, pas que. Je me déplace aussi à Angers. Oh, tu nous fais des infidélités. Je sais bien. Et du coup, justement, cet axe de l'environnement, la Bretagne, pourquoi tu t'es installé en Bretagne? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi je suis bien en Bretagne, où tu es venu, où tu es né? Dis-nous un peu plus là-dessus. Alors, moi, je ne suis pas née en Bretagne, je suis de région parisienne. T'inquiète pas, on a tous nos défauts. Donc, moi, je suis de région parisienne et l'école que je voulais faire, c'était absolument celle de Rennes. Parce que c'est une école particulière pour devenir ostéopathe animalier. En tout cas, moi, c'est le parcours que j'ai choisi. Et par la suite, du coup, je suis restée 5 ans en Bretagne, parce que c'est 5 ans d'études. Et quand on reste 5 ans en Bretagne, généralement, on en tombe facilement amoureux. Et je me suis dit de base je voulais partir à Angers parce que je voulais découvrir autre chose et finalement la Bretagne m'a rappelé et maintenant je suis dans le Morbihan et je travaille globalement dans le Morbihan, les Côtes d'Armor et le 35.
Donc l'île et Vilaine. Ça fait des kilomètres tout ça. Ça fait des kilomètres, mais pour les animaux, ça va. Et du coup, tu interviens dans quel type ce sont des fermes, ce sont des fermes pédagogiques, dans quel type d'environnement tu interviens généralement? Eh ben ça va dépendre. En fait, pour les chiens et chats, souvent c'est du particulier. Donc moi je me déplace directement à domicile parce que j'ai pas de cabinet. Okay. Mais le fait de se déplacer à domicile, je trouve que c'est plus intéressant pour savoir le milieu un peu dans lequel évolue l'animal. Pour les vaches, je me déplace en ferme la plupart du temps parce que c'est plus rare d'en avoir une à la maison. Et puis les chevaux, souvent c'est des écuries, mais ça peut être aussi chez les particuliers parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui en ont pas loin de chez eux ou dans les champs derrière chez eux. Donc en fait, je me déplace où il y a l'animal. Ok. Bon, j'essaye souvent qu'il y ait un petit peu de stabilité sur les sols parce que le faire dans un champ où il y a des trous partout, c'est pas. Mais bon, on arrive toujours à se débrouiller à la fin. Pour toujours amener l'animal à être dans un meilleur être du coup. C'est ça. Ok. Exactement. Et là, avant d'arriver sur les autres actes ou quoi que ce soit, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à nos spectateurs pour s'ils ont un chat, un chien ou un cheval? Moi honnêtement, j'ai pas de chevaux, mais j'ai un chat et je serais bien incapable de savoir s'il a de l'arthrose, s'il a ce genre de choses. Est-ce que tu as quelques petits tips pour nous dire attention, l'animal commence à peut-être être vieux ou être malade ou ce genre de choses? Eh ben, si on prend les animaux domestiques, donc tout ce qui va être chat et chien, déjà votre vétérinaire, il saura plus facilement vous dire si déjà votre chat a développé de l'arthrose ou s'il a déjà des problèmes rénaux ou ce genre de choses. Donc déjà, s'il y a une grosse problématique qui en sort, vous pouvez potentiellement contacter un ostéopathe, mais demandez l'avis à votre vétérinaire sur certaines pathologies. Parfois, c'est contre-indiqué d'aller faire de l'ostéopathie. Après, pour le reste, pour de la prévention, souvent on a tendance à appeler l'ostéopathe tard dans la vie de votre animal, c'est-à-dire sur la partie senior, donc dépasser, on va dire, les 7-8 ans, selon la race. Okay. Ça peut être bien aussi de faire venir l'ostéopathe pendant la croissance, parce qu'on sait que la croissance, c'est un moment assez important. Et s'il y a des blocages qui restent ancrés pendant la croissance, ça peut faire que l'animal se développe un peu moins bien, je dirais pas mal, mais un petit peu moins bien que ce qu'il aurait pu être dans son âge adulte. Tous les jours. Exactement. Et du coup, créer par la suite, on le verra pas tout de suite, parce que 1 an, 2 ans, les animaux, généralement, même s'il y a des petits blocages, ça se voit pas. Mais par contre, arrivé à 7-8 ans, on se dit ah mince, si j'avais fait plus tôt, potentiellement, l'arthrose, il ne serait pas arrivé à 8 ans, mais plus à 10 ans ou à 2 ans. Et le fait de faire venir aussi un professionnel sur place, même si vous avez, que ce soit un doute ou pas, juste par curiosité ou par besoin de prévention, parce qu'on se dit, tiens, moi je le fais pour moi, pourquoi je le ferais pas pour mon animal? Ça peut aussi vous permettre d'être en face d'un professionnel qui derrière vous indique des choses. Généralement, moi je passe 1 heure minimum avec mes patients. Je parle pas uniquement d'ostéopathie, on va parler de l'alimentation, même si je suis pas une professionnelle adhérée là-dessus, je vais dire tiens, ça peut être intéressant d'aller voir un vétérinaire nutritionniste, ça peut être intéressant d'aller voir votre vétérinaire pour faire des examens complémentaires. Techniquement, tu peux aiguiller les gens suivant les réels besoins de l'animal en fin de compte. Moi je peux faire du diagnostic, mais je peux pas traiter, je peux pas tout traiter. Donc, tout ce qui est ostéopathie je peux, mais tout ce qui va être besoin médicamenteux, besoin alimentaire particulier, c'est pas mon rôle. C'est pour ça que le but c'est de référer, de travailler avec des professionnels compétents autour de soi, parce que c'est de pouvoir dire je vous envoie un tel parce que je sais que son travail est ok, et du coup l'animal est le mieux traité possible. Ok, exactement comme un être humain finalement. Exactement comme un être humain. Ok, donc oui, si je peux me permettre un peu le parallèle, finalement t'es le médecin généraliste qui va amener peut-être... On va dire que je fais partie du groupe. Voilà, tu fais partie des gens qui peuvent trier la situation. D'accord, voilà. Ok. Oui, donc ça permet quand même en faisant appel à toi finalement, pour X raisons comme tu dis, que ça peut être au tout début la naissance de l'animal ou après, tu peux dire, moi je ne peux pas, entre guillemets, aider l'animal, mais par contre je peux vous dire d'aller là ou là ou là ou là. Exactement. Ok, mais excellente chose. et du coup, tu me dis donc le Morbihan, Côte d'Armor, Finistère, mais finalement, t'es basé où, toi? Alors je suis dans une toute petite campagne qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Évrigué. C'est à 20 minutes au nord de Ploërmel, globalement. C'est tout en campagne. Mais moi, à peu près, on va dire que c'est à 5 minutes de la frontière de l'Ille-et-Vilaine et à 5 minutes de la frontière des Côtes d'Armor. Donc je suis vraiment en plein milieu, quoi. Ok, donc si on prend Ploërmel, tu vas à Moron et après tu fais Rennes, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Ouais, donc ça permet de te situer... Voilà. Et du coup, ton entreprise est basée là? Mon entreprise est basée là. Ok. Et si on doit te contacter, justement, comment on fait
fait? Eh ben, soit par les réseaux sociaux, parce que j'ai mes réseaux sociaux qui sont en place, mais par contre, on peut aussi, enfin, moi je réponds surtout par téléphone, parce que ça me permet d'avoir un premier contact avec le propriétaire et de savoir si c'est pour moi ou si c'est une urgence vétérinaire et qu'il faut absolument aller voir le vétérinaire. D'accord. Oui, donc il y a quand même déjà une première approche dès que la personne peut te contacter finalement. C'est ça. Parce que le but, c'est pas non plus que je me déplace pour dire à la personne, bah, c'est pas pour moi, je suis désolée. Voilà. Oui, donc c'est déjà une belle petite chose. Hein. Ouais. Il faut. Je pense que quand tu as des appels, des fois, ça doit pas être évident. Ouais, ça dépend. Ouais. il y a des moments joyeux et des moments moins joyeux, je pense. Bah là, j'ai eu un appel il y a quelques jours d'une dame qui était un peu désespérée par rapport à son chat. Parce qu'elle avait déjà vu un étudiant ostéopathe, pas un ostéopathe, un vétérinaire, et puis il savait pas pourquoi. Et du coup, bah, moi, le seul truc que je peux faire au téléphone, c'est dire bah, on va essayer. Et puis dire on essaye des choses. Si moi ça marche pas, je vais pas vous faire facturer pendant 6 mois des traitements qui servent à rien, mais plutôt vous dire bon, bah, on peut peut-être essayer ça ou essayer ça. C'est un peu, c'est ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est pouvoir aider les gens à trouver une solution. C'est génial, voilà. C'est génial. Bah, déjà, quand on te voit parler de ton métier, on sent que c'est vraiment un métier passion, et ça, c'est génial. C'est génial. Et bah, je me permets d'aller justement dans le métier passion, comme tu dis, mais un métier passion, c'est quand même beaucoup de travail à côté. Oui. Hein, ça a beau être la passion, voilà. Si on arrive sur le deuxième axe, comment aujourd'hui tu as organisé ton entreprise et quels sont les projets que tu vois au fur et à mesure de la vie de ton entreprise? Quels sont les objectifs que tu as envie d'atteindre? Eh ben déjà, moi, aujourd'hui, je ne vis pas entièrement de mon métier parce que je suis arrivée il y a 8 mois à peu près dans le Morbihan. Toute jeune entreprise. Voilà, toute jeune entreprise. Moi, globalement, je travaille le matin, donc je suis en exploitation bovine. Je travaille avec les vaches. Et l'après-midi, en fait, c'est tous mes créneaux pour les consultations. Donc après, souvent, je prends des créneaux même un peu tard le soir parce que je sais que c'est pas toujours évident pour les gens de pouvoir avoir du temps. Et puis, globalement, c'est comme ça que je l'organise. Après, pour mes projets futurs, j'en ai à court, à moyen et à long terme. C'est exactement ce qu'il faut. c'est exactement ce qu'il faut. À court terme, déjà, c'est de pouvoir en vivre exclusivement. Même si j'ai le petit projet de l'enseignement qui est à côté, parce que je suis en contact avec mon école pour devenir enseignante par la suite. Génial. Et après, à moyen terme, c'est potentiellement d'ouvrir un cabinet pour les chiens-chats. C'est plus simple pour les propriétaires quand même de se déplacer parfois que réellement avoir des gens qui viennent chez soi, parce que ça peut aussi être un peu intrusif, donc je peux comprendre pour certains propriétaires, tout en gardant en fait avoir un bout sur le cabinet et un bout en domicile pour tous les animaux qui ne peuvent pas être déplacés. Et à très long terme, on va dire, j'aimerais avoir une structure un petit peu plus grande avec mon cabinet potentiellement, mais aussi en fait la place pour la nouvelle génération, avoir en fait des bureaux qui soient faciles d'accès pour eux, parce que c'est aujourd'hui que moi je le vois quand je m'installe aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'avoir une location pour un bureau, pour un cabinet, pour tout ça, mais par contre j'aimerais me dire que on aide un peu la nouvelle génération et que par la suite on puisse faire quelque chose de plus grand à 3, à 4, comme le font les vétérinaires par exemple, où ils se regroupent dans un cabinet. À terme, j'aimerais bien que ça puisse se faire comme ça et puis avoir un réseau avec plein de professionnels. Ça serait top du top. Mais voilà. Ça va se mettre en place, Tout, tout le travail que tu vas mettre en place aujourd'hui, ça va payer au fur et à mesure du temps. Du moment qu'on sache que tu sois professionnel, quand on travaille bien, généralement, ça se passe bien. Je croise les doigts. Et on n'en doute pas. Alors, du coup, je me permets de revenir juste un petit peu en arrière. Tu dis l'enseignement. Et alors, c'est peut-être moi qui m'avance un petit peu dans la façon dont je le perçois. C'est que on sent l'envie de donner aussi aux autres, l'envie de faire apprendre aux autres et de les amener vers ton métier, ça a l'air de te tenir à cœur. Ouais, beaucoup. En fait, dans notre école, je dis notre école, je suis sortie quand même, mais je continue à y aller parce que le processus pour devenir enseignant est assez long. Faire une première année de monitorat où on accompagne, on voit ce que ça donne, une deuxième année d'assistanat où on assiste les enseignants, et ensuite par la suite on peut avoir accès au professorat, mais par contre on n'a pas accès tout de suite aux cours les plus importants parce qu'il faut qu'on fasse aussi, il faut qu'on apprenne la pédagogie, il faut qu'on apprenne tout ça. Ça reste important. Pas évident. Voilà. Et en fait, tout de suite, j'ai aimé pouvoir transmettre ça, et parce que je sais que j'ai vécu ma scolarité comme c'était dur, parce que ça reste des études qui sont
qui demandent beaucoup d'investissement. Et je sais que les meilleurs professeurs que j'ai eus, c'était ceux qui m'encourageaient, qui étaient derrière moi et qui n'étaient pas uniquement là pour les connaissances pures et dures. Donc j'aimerais bien être ce genre d'enseignant en tout cas. et voilà, et puis aujourd'hui j'accueille encore des stagiaires et j'essaye parfois quand j'ai des structures qui n'ont pas forcément les moyens de faire venir un ostéopathe pour, par exemple, je pense aux vaches où les éleveurs n'ont pas toujours les moyens de faire voir leurs vaches 5 à 10 vaches dans le mois. Et ben, je prends des étudiants de 4e et 5e année qui savent déjà faire des traitements mais qui ont besoin encore d'être encadrés. Je les emmène avec moi et on fait des consultations. Ça aide l'éleveur et en même temps ça aide les étudiants. Donc c'est un bon compromis. C'est le cercle vertueux finalement. Pendant qu'un apprend, toi tu es là pour chapeauter, pour être sûr que tout soit bien fait. Oui. Et ça permet aussi à l'éleveur de ne pas avoir trop d'argent à sortir. C'est ça. Ok. Et puis généralement en plus ça c'est... les étudiants en sortent grandis parce que l'école fonctionne avec des centres partenaires. Donc on ne fonctionne pas toujours sur les mêmes animaux. Et heureusement parce que l'ostéopathie c'est comme tout, hein. Si t'en fais tous les jours, vraiment c'est pas bon non plus. Mais du coup, ils ont souvent les mêmes centres partenaires parce qu'au bout d'un moment, on a fait le tour. Le fait d'aller dans d'autres structures qui n'ont pas encore été vues par l'école, c'est que des nouveaux cas et que des choses où ils vont devoir se dire « Ah, je suis jamais tombée là-dessus, comment je fais ?» c'est l'objectif aussi. C'est ça. Et encore une fois, tu t'appuies aussi toi sur ton expérience à toi pour leur dire « Attention, là l'animal il a telle pathologie. » Si tu restes entre guillemets dans le système classique, tu vas le soigner, mais il va manquer quelque chose. Tu peux peut-être rajouter ça, tu peux peut-être aller sur un autre type de soins finalement. Exactement. Puis sortir un peu du côté protocolaire de l'école pour être un peu plus dans le côté professionnel qui vont forcément à un moment donné avoir à gérer. Quoi. Oui, parce que comme tu le dis, les fermiers, c'est aussi leur... à la fois, je pense qu'il y a le cœur aussi qui joue, et c'est aussi leur gagne-pain. Donc, une vache qui va mal, pour eux, c'est un vrai problème, c'est une vraie problématique, que ce soit affective et financière, finalement. Et puis même, des fois, ils sont aussi... et ça, on ne l'apprend pas forcément, mais on peut être face à à un éleveur qui comprend pas, en fait, qui ne sait pas ce que sa vache a. Et ça, c'est encore plus dur pour eux parce que quand on sait ce que notre animal a et qu'on sait comment le soigner, on se dit le temps va faire les choses ou un traitement va faire les choses. Quand on ne sait pas, c'est là où c'est le plus dur parce qu'on ne sait pas si on doit mettre de la finance dedans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller soigner sa vache? Est-ce que ça va pas moi me faire un trou dans mon portefeuille? Donc c'est plutôt ça qui est difficile à gérer pour eux la plupart du temps. Oui, c'est pareil pour les particuliers. C'est ça, il y a des fois on arrive avec un problème au genou et puis finalement c'est à la cheville qu'on a mal. Quoi. Exactement. Ok. Donc, oui, si je me permets un peu de résumer les choses, et arrête-moi tout de suite si je dis une bêtise. Je n'y manquerai pas. C'est que finalement, imaginons que moi je suis fermier, j'ai une de mes vaches qui a un souci, je ne sais pas du tout quelle pathologie elle a. Ma première question que je vais me poser, c'est j'ai pas envie que ma bête ait mal, souffre. Déjà, je pense que c'est la première des choses. La plupart du temps, oui. Et c'est ça. Et surtout, est-ce que je vais faire appel à un professionnel pour la soigner ou pas, finalement. C'est un choix sur lequel tu es confronté. Oui, moi de base j'avais fait ostéo parce que je m'étais dit non, vétérinaire, faut choisir la vie et la mort des animaux. Et en fait, en tant qu'ostéo, des fois on est confronté aussi à ça parce qu'on fait un diagnostic et on dit là c'est cassé. Il y a une vache qui a une fracture par exemple, on relève pas une vache qui a une fracture. Parce qu'aujourd'hui, faire une opération, c'est peut-être entre 2 000 et 5 000 euros. Ensuite, faut qu'elle se rétablisse. Sauf que, je sais pas si vous avez déjà vu une vache, généralement elle est couverte de bouse. C'est sûr. Donc, garder... Exactement. Donc en fait, c'est souvent débourser des sommes astronomiques pour une vache qui finalement va peut-être même pas réussir à s'en sortir. D'accord. Donc en fait, au moins quand la pathologie est claire, la pathologie est claire. C'est quand on sait pas trop. Ou là, c'est. Mais on peut être un professionnel de première intention, c'est-à-dire le premier professionnel qu'on va appeler quand il y a un problème. Mais généralement, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la chaleur, de la douleur, une zone rouge, de la boiterie fort, on va dire veto d'abord. Et après. S'il y a un énorme hématome comme ça, avec une inflammation très forte et une douleur très forte, moi, s'il y a grosse douleur, je peux pas de toute manière aller traiter la zone en elle-même. Je peux faire plein de choses tout autour. Je peux faire en sorte que le reste aille bien pour que ça se soit bien géré. Mais la zone en question, je pourrais pas forcément la travailler. Ok.
Voilà. Donc finalement, toi, dans ton entreprise, ceux qui ont déjà fait appel à toi, tu vas limite être la première personne qu'ils vont contacter, mais sinon, c'est potentiellement les vétérinaires, ce genre de choses, ce genre de professionnels de santé animale qui vont aussi faire appel à tes services finalement. Ça peut arriver. Alors aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup de véto-ostéopathes, vétérinaires ostéopathes, qui font aussi les deux. Après, je pense que les vétérinaires étant assez débordés, je crois, aujourd'hui. Alors peut-être que je me trompe parce que j'ai pas une vie... Enfin, ça fait 8 mois que je suis dans la région, donc c'est vraiment qu'une impression. Je pense que le fait de déléguer peut être aussi salutaire pour les deux métiers, pour avoir le temps de mieux gérer ses patients, que ce soit l'ostéopathe ou le vétérinaire. Après, ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Et puis le fait d'y croire ou pas, c'est le vétérinaire. Ça change aussi beaucoup de choses. C'est ça. Là, finalement, tu as un énorme complément à un vétérinaire, finalement. Si je comprends... si par exemple, je me prends encore en exemple, je suis vétérinaire demain, et j'ai beaucoup de métiers, je m'invente beaucoup. Oui, mais tant mieux. Et du coup, quel est mon intérêt, moi, en tant que vétérinaire, finalement, à me dire, ah ben non, là, c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'ai envie d'aller, ou c'est quelque chose que je connais, mais je connais Marie qui fait très bien son métier, et qu'est-ce qu'elle est la démarche où tu pourrais t'installer toi de façon pérenne aussi vis-à-vis des vétérinaires. Souvent, après, quand quelqu'un va voir un vétérinaire, le vétérinaire, il va mettre un traitement en place. Ce qui est normal. Par contre, si le traitement, on est obligé de le répéter souvent, donc après le traitement, il n'y a pas de résultat, et que lui-même, il se dit, bah tiens, on a essayé 3 traitements différents, il n'y a rien qui fonctionne. D'accord. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on va se dire, tiens, l'ostéopathe, ça se ferait de pas mal. Ok. Voilà, donc après, ou pour tout ce qui est pathologie de vieillesse, dont on a dit tout à l'heure, tout ce qui va être dégénératif, apporter du confort en fait. Souvent, ça va plus être dans ce sens-là, parce que je prends l'exemple de l'arthrose. Bon, à part mettre des anti-inflammatoires et puis faire en sorte que les crises soient moins douloureuses, aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose contre l'arthrose. C'est une maladie dégénérative. Par contre, moi, si je travaille à garder de la mobilité sur les articulations, à faire en sorte que le chien soit plus mobile et que moi, en plus, je vois le milieu intérieur des maisons, donc je peux dire, ah bah tiens, là, ça glisse, ça pourrait être bien de mettre un tapis, comme ça évite les chocs sur les articulations, par exemple. Et ben moi, je peux aider à dire, ok, on va essayer de limiter l'avancée de la maladie. Donc là, moi, je suis utile. Et c'est là, j'ai eu 2-3 contacts. C'était des vétos qui disent, appelez un ostéopathe, peut-être que ça pourra... Mais bientôt, j'espère qu'ils diront, appelez Marie-Miani. Évidemment. Évidemment. Mais c'est là où moi, je comprends un petit peu mieux. C'est que finalement, pour moi, tu es un peu dans le même principe que moi. C'est-à-dire que dans mon entreprise à moi, je fais de la gestion. Et effectivement, je viens en complément. Je suis un appui à l'expert comptable. Toi, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le vétérinaire est là, entre guillemets le médecin généraliste, mais toi, tu es là en complément pour dire, voilà, là, plutôt que d'aller sur des gros traitements qui pourraient être onéreux, ou même que la santé de l'animal soit en pâtisse, finalement, toi, tu vas pouvoir aussi améliorer l'environnement de l'animal pour qu'il se sente de mieux en mieux et qu'il ait si on part de la pathologie de la vieillesse, entre guillemets, qu'il ait une meilleure fin de vie. Quoi, exactement, c'est vraiment ça. Génial. Et oui, c'est pour ça que je me dis ça doit vraiment pas être évident tous les jours, parce qu'il doit falloir, je pense, déjà avoir l'affection de l'animal, mais aussi l'affection des propriétaires. Parce que les propriétaires, moi je sais que, comme je dis, j'ai un chat. Elle commence à être vieille, elle a 14 ans. Oui. Elle commence à être un petit peu vieille, et je sais que aujourd'hui elle commence à être un petit peu vieille, tout cool, tout va bien, mais faut pas trop lui en demander donc. Exactement, donc je me dis le jour où malheureusement elle venait à vraiment avoir des douleurs, même si ça reste un animal, on se dit c'est qu'un chat, non, c'est pas qu'un chat. C'est pas qu'un chat, et je serais aussi moi-même en mode qu'est-ce qui lui arrive, et façon de parler, première personne, que ce soit vétérinaire ou ostéopathe, je serais chiant, en disant qu'est-ce qui lui arrive, comment je peux lui trouver des solutions, comment toi tu gères ça en fait. C'est chiant pour moi. Ça, c'est pas être chiant, parce qu'un propriétaire qui va me dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, qu'est-ce qu'il a, je veux m'intéresser parce que je veux savoir quelle zone c'est, est-ce que je peux faire des massages, est-ce que je dois balader d'une certaine façon, est-ce que je peux faire des exercices de rééducation. Moi je suis contente quand j'ai un propriétaire comme ça devant moi, parce que du coup, il faut pas sortir non plus une liste grande comme ça, mais moi j'ai plein de réponses à leur donner par rapport à ça. Généralement, parce qu'après il y a des fois où on se dit
Surprise. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais par contre, moi justement, j'apprécie les propriétaires qui veulent justement améliorer la santé de leur animal. Après, je ne diabolise pas les personnes qui juste regardent et puis attendent que ça se passe en disant ça va mieux. Je comprends aussi parce que ça peut aussi être loin de leurs propres idéaux. Moi j'ai des propriétaires qui m'appellent en disant je sais pas trop ce que vous faites, mais il paraît que c'est bien, donc je vous appelle pour essayer sur mon animal. Et c'est là où mon travail il est aussi de dire pourquoi c'est important. Et de faire, parce que moi j'ai l'obligation de faire des comptes rendus dans mon métier, de faire des comptes rendus qui sont lisibles et compréhensibles par tout le monde. D'accord. Parce que sinon, un propriétaire, je lui passe mon compte rendu, si j'écris que mes termes techniques, ça va pas trop... Si c'est de l'arthrose ou ce genre de choses pour des personnes, moi personnellement, je sais que ça améliore pas les articulations, mais je suis pas non plus, je sais pas, comme on dit, je suis pas médecin. C'est ça. Donc le fait d'avoir quand même quelqu'un qui m'explique aussi les choses et les conséquences aussi, les causes que ça doit avoir sur mon animal, ça me rassure aussi, clairement. C'est ça. Donc, le but, c'est d'enlever un peu ce côté je comprends pas pour rendre les choses, parce que quand on est face à quelque chose qu'on comprend pas, on a du mal à mettre des choses en place. Alors que dès qu'on a compris le fonctionnement et comment ça se met en place, c'est beaucoup plus facile de dire si je coupe ici, normalement, ça va mieux derrière. Okay. Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire. Ça doit pas être évident. C'est passionnant. Oui, ça, de toute façon, rien que d'entendre parler, oui, ça, on sent que tu es passionné par le métier. Et c'est génial. Et moi, encore une fois, j'interviens sur l'humain aussi, parce que l'humain est aussi important que l'animal. Un animal, s'il est bien traité, il va quand même mieux qu'un animal maltraité, façon de parler. Oui, jusqu'ici, on va être d'accord. Jusque-là, on est assez d'accord. Donc oui, si tu veux, moi, dans mon objectif aussi d'aller vers ça, c'est de me dire que tu as quand même une partie psychologique, que ce soit sur l'animal ou les propriétaires. Parce que même si tu interviens sur le physique de l'animal, est-ce que tu as une approche un petit peu, est-ce que tu peux ressentir suivant les mouvements, ce genre de choses de l'animal, est-ce que tu peux me dire, là, ça va pas bien et ça ira pas mieux? Comment toi tu vas aller chercher ce genre de choses? Est-ce que tu veux dire au niveau de mes ressentis sur l'animal ou comment je vais l'amener au propriétaire de... Les deux. Les deux. Okay. Par rapport à l'animal, après on a quand même dans notre apprentissage en tant qu'ostéopathe, on a des cas de figure où on se dit là attention. Là, attention pathologie, attention risque, si tu fais quelque chose, risque d'aggravation. Après l'ostéopathie, quand elle est bien faite, parce que j'en profite, on voit sur TikTok ou Instagram un magnifique chiropracteur allemand, je crois, où on entend des gros cracs quand il manipule les animaux. La réaction des animaux par la suite de ces manipulations, on voit que l'animal a eu mal, parce qu'il se retourne et qui menace, et quand on connaît un petit peu le non-verbal de l'animal, en effet, parce que l'animal ne parle pas, voilà. Mais on va dire que le comportement physique de l'animal transpire j'étais pas consentant et j'étais pas bien rassurée dans ce que tu viens de faire. Surtout que les gros cracks sont rajoutés post-production, parce que ça ne craque pas aussi fort. En tout cas, pas pour un chat, j'espère. Enfin, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Mais par contre, c'est assez important de se dire, il faut faire une manipulation parce qu'elle est intéressante et importante. Si elle ne sert à rien, si c'est juste pour faire du spectacle ou parce que il y a aussi des fois quand on commence on a un peu manque de confiance en soi, donc on se dit je vais tout manipuler parce que comme ça je suis sûre que tout il est bien. Que tout va bien. Voilà. Le trop est l'ennemi du bien et du coup oui c'est assez important en fait de sentir sous les mains, on a des informations, on a c'est tout le principe de faire 5 ans d'études, c'est développer sa sensation sous la main. Par contre, il y a des choses où on peut se planter. Et ça, j'en parle beaucoup avec les élèves, ça arrive de se planter, ça arrive de faire quelque chose et de voir l'animal boiter après ta consultation. C'est pas toi qui auras déclenché une boiterie. Par contre, il y avait quelque chose dessous que tu n'as pas vu ou pas senti qui a fait que tu as redéclenché quelque chose chez l'animal. D'accord. Il faut faire attention, c'est l'expérience qui fait les choses. Et après, pour l'annoncer au propriétaire, c'est pareil. C'est un peu l'expérience qui fait les choses. Au départ, souvent on est un peu très scientifique. En disant, là, il a le rein droit qui... voilà. Là, le mec, on nous regarde comme ça, on dit OK. Et qu'est-ce que je fais? C'est ça, qu'est-ce que je fais? Et après coup, on apprend que c'est de dire, on fait des examens.
parce qu'il faut aussi les preuves scientifiques, parce que c'est important pour conscientiser que l'animal ne va pas bien. Et une fois qu'on a les preuves scientifiques, on peut aussi se dire, ok, c'est toujours important de mettre derrière en place qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'ai eu un chat en patientèle, elle me fait venir, et en fait le chat se lève et je vois une énorme tumeur. C'était ce qu'on appelle un ostéosarcome, c'est-à-dire un cancer de l'os. On ne peut rien y faire. L'animal meurt, quoi qu'il arrive, même si on ampute, même si on fait tout ce qu'on veut. Et du coup, le seul moyen de l'annoncer, c'est de dire, écoute, tu vas faire un examen, tu vérifies que ce soit bien ça, mais si c'est bien ça, attention, la fin de vie est proche, mettre en place les choses pour la fin de vie, il ne faut pas qu'il ait mal, voilà. Mais c'est l'amener comme ça. Est-ce que sur ce genre de pathologie, est-ce que toi tu peux essayer de soulager l'animal ou est-ce que ça sert vraiment à rien et là j'ai tendance à dire que le mouvement c'est la vie, mais sur un cancer, le mouvement c'est pas la vie du tout. Plus on va travailler sur la zone cancéreuse, plus on risque de créer des métastases, ou même tout simplement de bouger des zones qui peuvent être douloureuses pour l'animal et ça ne change rien. Moi j'ai eu mon petit chat quand on a eu un cancer et j'ai rien pu faire. À part dire je suis là. On ne peut pas faire grand chose. Par contre, si c'est pas quelque chose de très développé, on peut aller travailler ailleurs. D'accord. Mais par contre, il faut des examens vétérinaires, les comptes rendus vétérinaires, parce que si on sait que ça a métastasé, en fait ça a métastasé. Donc aller travailler par exemple sur le foie, alors que même si c'est une tumeur de l'oreille et que finalement il y a des métastases sur le foie, on va pas aller travailler le foie. Là, exactement comme un être humain. Exactement comme un être humain. Okay. Mais voilà. Il y a des choses, parfois, on tombe dessus et on se dit, faut être un petit peu... faut être un peu psychologue et puis il faut prendre un petit peu le temps parce que moi, je sais que j'ai tendance à envoyer des messages en disant, je suis désolée, la consultation d'avant, elle va être un peu plus longue parce que je préfère prendre le temps avec quelqu'un et me dire, on est accompagné jusqu'au bout et puis moi, je prends des nouvelles très régulièrement des animaux que je vois et tout ça. Et ça, c'est tout à ton honneur. C'est cool de recevoir des petites photos et ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. C'est vrai que là, on parle, c'est pas très joyeux, c'est vrai. Tout, mais effectivement, t'as aussi tout ce panel où, justement, on t'envoie la photo en disant mon chat est boité et finalement, il a plus rien, il gambade et ça, je pense que c'est le meilleur moment. Ça, c'est toujours hyper satisfaisant et puis ça redonne aussi l'envie parce que quand on enchaîne 2-3 consultations, on peut rien faire. Des fois, on se prend un petit coup de moins bien en se disant est-ce que je sers vraiment à quelque chose Et en fait, après, le lendemain, on a une consultation et ça se passe super bien et on se dit je sers à quelque chose. c'est bon. Je continue là-dedans. C'est ça, exactement. Est-ce que tu vois quelque chose que tu as envie de rajouter par rapport à ce métier passion de l'ostéopathie animale ou pas ? Si ce n'est que c'est un métier qui se doit d'être complémentaire avec d'autres métiers. Ça, on a bien insisté là-dessus parce que pour moi, c'est une des grosses valeurs que j'ai, c'est que travailler tout seul, c'est bien, mais travailler en équipe, c'est mieux. Et aussi qu'il ne faut pas hésiter à prendre des informations. C'est pas parce que vous appelez un ostéopathe que vous allez forcément faire une consultation pour votre animal, mais rien que de découvrir et de savoir que vous en avez un pas loin de chez vous, ça peut toujours être utile. Oui, avoir comme on dit, le petit papier sur le frigo. Exactement. Avec le médecin, l'ostéopathe, pareil pour l'animal finalement. C'est ça, ça peut vraiment être utile. Et puis parfois on le sait pas, mais on appelle un ostéopathe et puis on peut appeler. Enfin, on est beaucoup en Bretagne. Enfin, on est beaucoup. On est plusieurs en Bretagne. Quelques-uns. C'est ça. Et il faut savoir qu'il y a autant d'ostéopathie qu'il y a d'ostéopathes. C'est-à-dire que chacun sa propre sensibilité, chacun son rapport avec les animaux. Il y en a qui vont être plus à l'aise avec les chevaux, d'autres avec les chiens. Même si on travaille avec toutes les espèces, on a toujours un peu l'espèce de cœur qui nous a amenés à l'ostéopathie animale. Après, on a tous des techniques, on continue de se former. En tout cas, ceux avec qui je travaille et que je connais continuent de se former en continu, parce que c'est un métier qui est encore en train d'évoluer. Et voilà, il ne faut pas hésiter à appeler, à demander. Et j'espère, je croise les doigts qu'en tant que professionnel, on va réussir à se souder un peu plutôt qu'à s'isoler dans nos coins. Ce serait bien de pouvoir discuter entre nous. Justement, je rebondis à ton projet à moyen et long terme. Finalement, ça va être ça. Ce sera de créer justement cette émulation autour de l'ostéopathie, du cabinet vétérinaire, de tout. Alors, je connais pas tous les métiers. Il y a ma sœur, il y a tout ça. Et du coup, ce sera pour toi d'aller justement créer quelque chose qui soit où limite, je prends cet exemple-là, j'ai un cheval qui va pas bien, je ne sais pas ce qu'il a,
je vais pas me poser de questions, je vais l'amener directement dans le cabinet que tu as créé avec tous les corps de métier et me dire, quoi qu'il arrive, un de ceux qui sera là pourra me dire et trouver une solution pour mon animal finalement. Et en plus, ce qui est bien avec ce système-là, c'est de se dire, ou même par exemple les chevaux, c'est difficile par exemple à déplacer, mais si je fais déplacer quelqu'un, moi en tant que professionnel, je suis pas obligée de me dire ah là là, faut absolument que j'ai toutes les solutions parce que si j'avais fait cette formation, j'en serais pas là. Et je peux plutôt me dire, je décroche mon téléphone, allô confrère, consoeur, est-ce que tu aurais une dispo dans la semaine parce que j'ai un cheval qui aurait besoin de cette façon de faire là et moi je l'ai pas. Ok. C'est ça qui. Voilà. C'est la complémentarité. Exactement. Clairement. Donc on sait pas tout faire nous-mêmes et comme tu le dis, s'appuyer sur les savoir-faire de chacun dans sa spécialité. Finalement, ça fait avancer tout le monde, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Écoute, j'espère que ceux qui nous écoutent, nos spectateurs, te contacteront directement, quel que soit leur corps de métier, et qui soient intéressés par ta proposition. C'est une belle proposition, et c'est surtout une belle entreprise qui pourra être montée, quoi. J'aimerais bien faire vivre un peu ma Bretagne. et du coup, alors moi j'interviens, les spectateurs, moi je fais de la gestion, donc je suis chiant. Non. Donc, mais quel est ton statut d'entreprise? Ah oui, du coup, c'est une micro-entreprise. Moi j'ai la chance dans mon école d'avoir eu une année pour créer mon projet professionnel, c'est-à-dire avec une personne spécialisée qui elle-même a l'habitude de faire de la gestion. Et du coup qui explique un petit peu les statuts et pourquoi c'est plus intéressant de commencer en micro plutôt qu'en société ou ce genre de choses. J'avoue que moi j'ai surtout compris, mets-toi en micro. Ok. Voilà. Et puis après, moi je trouve ça plus avantageux parce qu'aujourd'hui je peux avoir des mois avec 0 consultation parce que c'est l'été, tout le monde est parti en vacances et bon, le chien ce sera qu'en septembre qu'il ira voir son petit ostéopathe pour récupérer des vacances. Et puis j'ai des mois qui vont être très très pleins. Et le fait d'être en micro, c'est pouvoir me dire ok, j'ai pas besoin d'avoir un chiffre net tous les mois et j'ai pas des charges qui tombent en plus sur ma société. J'ai des charges à côté, mais sur la société en elle-même, enfin la micro-entreprise du coup. Tout à fait. J'ai pas. C'est une entreprise, hein. C'est une entreprise. Elle est petite, mais c'est une entreprise. Là, il y a pas de souci. Le principal, c'est effectivement, c'est la souplesse finalement qui te permet de te dire. Et même à la limite, comme tu dis, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois où il n'y a pas eu de, ça te permet quand même d'avancer sur d'autres sujets tout en n'ayant que les 22% à devoir sur ton chiffre d'affaires. Exactement. Ok. Donc mais dans l'objectif finalement, ce sera quand tu monteras ce cabinet ou pas, tu peux créer ton entreprise après. Ce sera de grandir et au fur et à mesure de vivre de ta passion et de ce métier-là, quoi. Et pourquoi pas à terme avoir des jeunes ostéos et être patron. Alors techniquement tu es patron. Oui, je sais, mais je suis patron de moi. Alors pour l'instant ça va. Je me dispute pas trop avec moi-même, donc ça va. Des fois quand on se regarde dans le miroir, on se dit non, je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que je fais là? C'est vrai que ça arrive. C'est un peu la problématique, et justement c'est comme tu le dis très justement, tu commences comme ça parce que tu as la souplesse. Maintenant au fur et à mesure tu as, je pense, la bonne approche en te disant d'abord je crée mon réseau, d'abord je crée mes clients, d'abord je crée tout ça, et dès que j'ai pris une certaine ampleur, là je prendrai les décisions à ce moment-là, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Et on en arrive au 3e axe. Oui. C'est qui toi? C'est qui moi? Donc dis-nous peut-être un peu plus sur toi, quelles sont tes passions qui te permettent aussi, toi, dans ton métier, finalement, parce que tout se raccroche quand on est entrepreneur, le perso et le pro se mélangent, clairement. Ça. Qu'est-ce qui fait que, toi, ça te permet d'atteindre tes objectifs? Comment tu le mets en place? Moi, de toute manière, alors au départ, quand j'ai su que je devrais être en auto-entrepreneuriat, j'avais peur, et en fait, je me suis rendu compte que... je suis très bien en tant qu'auto-patron de moi-même. Parce que, en fait, moi, j'ai fait plein de petits boulots avant de commencer l'auto-entrepreneuriat. Et je me rends compte que je suis quelqu'un qui aime bien être à fond. D'accord. Et j'ai besoin que les gens qui soient autour de moi soient à fond. Me freinent quand mes projets sont pas vraiment concevables. Ouais. Mais au moins mais au moins que quand j'ai décidé quelque chose, j'ai besoin que les choses se montent et se construisent, parce que même si parfois je suis un peu loin de mes idées,
je sais toujours que quand je fais quelque chose, c'est pour mon entreprise. Même personnellement, je sais que bon, je vais me balader, je tombe sur un centre équestre, bon, bah, je m'arrête pour laisser ma carte. Voilà, logique. Voilà, logique. Après, moi, les passions enfin, moi, j'aime travailler le partage. Donc travailler dans le partage plutôt. Ça s'est pas du tout ressenti. Non. Et c'est pour ça que aujourd'hui moi je travaille du coup en élevage bovin le matin avec des personnes avec qui j'apprends énormément parce que c'est des gens qui aiment aussi transmettre. D'accord. Donc j'apprends beaucoup, ils me font confiance aussi parce que je fais de l'ostéopathie quand même avec eux. C'est indépendamment de mon salariat mais au moins ils me font confiance sur le diagnostic ou ce genre de choses. Et ça gonfle un petit peu aussi la confiance en soi parce que parfois c'est pas évident et en plus ça me permet de voir des cas que j'ai pas forcément vus à l'école et du coup de discuter avec des vétérinaires, des inséminateurs, enfin tout ça, enfin tous les corps de métier auxquels j'aurais pas forcément eu accès sans cet emploi. Et puis après mes passions, bah j'avoue que elles sont pas forcément en lien avec mon entreprise et c'est ce qui me permet justement de couper totalement. Même si bon, on sait très bien que quand on a une entreprise, il y a toujours l'entreprise qui est là, un petit peu en train de tourner. Exactement. Donc voilà, après le reste du temps, j'écoute beaucoup de musique, je regarde beaucoup de films, voilà, j'adore marcher, les balades, la randonnée, c'est incroyable. Comme tu le dis, même si ça paraît tout basique, tout simple, se balader et tout ça, malgré tout, et c'est pour ça que je voulais un peu appuyer là-dessus, c'est que comme tu le dis, je suis en balade, je suis tranquille, je suis avec mon conjoint, la vie est belle, on pense à autre chose, et là d'un coup on voit un centre équestre ou on voit un chenil ou ce genre de choses, on se dit j'avais une petite carte dans la poche, tiens, allez, attends 5 minutes, va te balader sans moi. Mais c'est ça, et en plus, même si aujourd'hui je pense sincèrement que le bouche à oreille c'est vraiment ce qui fait le plus de choses parce que, enfin là... J'ai fait beaucoup de choses pour mon entreprise, alors j'allais partout et tout ça, puis j'ai eu des super contacts avec des gens, et c'est ces super contacts-là qui m'ont permis d'avoir... À Angers, ça s'est fait tout seul par exemple, vu que j'ai été à Angers pendant quelques temps, je suis allée sur 2-3 compétitions canines, je me suis retrouvée avec toute une équipe d'agility à suivre, parce que en fait ça s'est bien passé avec une personne. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense toujours au fait faut pas hésiter... Tu me disais tout à l'heure, Gildas, qu'il fallait passer un message. Il ne faut pas hésiter à aller vers les gens. Au contraire. C'est ça, il faut y aller, Et des fois, on se loupe, c'est pas grave, quoi. Des fois, vraiment, on va dire salut et on ne saura plus quoi dire après. Mais la première fois, ce sera ça. Et puis, un jour, c'était au Salon du Cheval d'Angers où je suis allée voir le Puy du Fou. Je me suis dit, je ne sais pas comment me présenter. J'avais 2 mois d'entreprise. Je me suis dit, c'est pas grave. Je leur ai laissé ma carte. Le Puy du Fou. Enfin. Mais t'as très bien fait. On sait jamais, peut-être que ma carte va se retrouver quelque part à Nantes un jour. Mais je me dis, c'est pas grave quoi. Pire des cas, je me prends une tôle à Angers. Bon, je me prends une tôle à Angers, c'est pas grave. Non, moi je le prends pas comme toi. Je suis exactement comme toi. C'est un moment ou un autre, si on s'ouvre pas aux autres. Il y a des fois, c'est pas se prendre une tôle, c'est simplement la personne, elle est pas soit pas intéressée par ce que tu proposes, soit c'était pas le bon moment et voilà. Mais toi, si en tant qu'entrepreneuse, si tu ne vas pas vers les autres, c'est pas forcément les autres qui vont venir vers toi. C'est ça. Donc c'est aussi ça qui va te permettre de lancer ton entreprise et plus tu seras ouvert aux autres, plus ce sera simple finalement de créer ton entreprise et de développer. Mais il faut oser. Et au départ, c'est difficile, mais... C'est clairement pas... Je pense que... C'est le plus dur. Voilà. C'est le plus dur. Le début d'activité, le plus dur, c'est ça, c'est de se dire, bon, je sais mon métier, j'ai envie de le faire. Avec qui comment on fait? C'est moi qui est là. C'est ça, exactement. Donc après, ça avance, mais je sais que c'est une grosse angoisse pour tous les étudiants là, qui arrivent sur leur fin de 5e année là en juin. Quand ils ne s'installent pas là où ils ont grandi, parce que quand on a grandi quelque part et que les voisins, les voisines savent qu'on est en ostéo depuis 5 ans, c'est différent. Mais quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec personne, en fait, faut se créer déjà un réseau social, parce que le social, ça fait aussi beaucoup de choses. Et ensuite, l'entreprise arrivera doucement. Mais il ne faut pas être pressé. Non, mais je me donne un conseil à moi-même. Mais c'est exactement comme tu dis. De toute façon, à un moment ou à un autre, quand on se lance, les choses ne se font pas en claquant des doigts. C'est en travaillant comme tu le fais, en ayant des contacts. Et il y a des fois, je pense que tous les entrepreneurs
ont eu ce moment de déclic en se disant bah, c'est pas grave. Et puis finalement, en discutant avec quelqu'un, quand on a créé Gilda, Yannick et moi, on n'était pas du tout partis là-dessus. Et finalement, aujourd'hui, on interviewe des gens comme toi et c'est génial. Et c'est génial. Et j'espère que tu prends autant de plaisir que moi. Non, c'est très agréable. Moi, dès qu'on me dit de parler de mon métier... voilà, mais ça se voit de toute façon. Et c'est pour ça que j'ai dit tout de suite métier passion. C'est que tu as les yeux qui pétillent. C'est génial. C'est génial. Et je pense que ça va être ta plus grande force. Ça va être à la fois de montrer ton travail et à la fois montrer que tu aimes ça. J'espère en tout cas, parce que c'est vrai que j'aime ça. Et du coup, est-ce que tu vois quelque chose en plus à nous partager? Dis-moi. Sur mon métier passion à moi, oui, il y a plein de choses à partager, notamment le fait de faire attention aussi à sa propre santé en tant qu'humain avant de faire attention à sa santé, la santé de nos animaux, parce que j'ai eu plusieurs fois des consultations avec des gens qui voulaient faire tout pour leurs animaux mais qui eux-mêmes n'allait pas forcément bien. Donc ça, c'est important aussi de dire c'est bien de prendre soin de vos animaux, mais prenez soin de vous aussi. Et la santé de vos animaux, c'est important, mais il faut aussi accepter parfois que il y a des professionnels, on est souvent plusieurs professionnels à pas trouver de solution. C'est que il faut aussi savoir se remettre en question en tant que propriétaire, parce que parfois on donne beaucoup de conseils. Et il faut aussi, c'est mon travail aussi de savoir jauger le taux d'implication de mon propriétaire dans la suite des choses, mais parfois il faut aussi se dire ok, je me pose, mon animal va pas bien, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire en moins, parce que des fois il faut pas forcément en rajouter mais il faut en enlever, voilà. Donc c'était un message de prévention. C'est un message de prévention. C'est mon métier. C'est ça, c'est exactement ça. Mais comme tu dis, d'abord, entre guillemets, être un peu égoïste, se soigner soi et l'animal ensuite au mieux de ce qu'on peut faire. C'est ça. Mais il ne faut pas se culpabiliser, parce qu'il y en a beaucoup qui se culpabilisent, notamment sur l'alimentation ou sur le fait qu'ils ne puissent pas assez sortir leurs animaux. Souvent, il y a des grandes campagnes sur Instagram en disant attention, maltraitance, etc. Si déjà vous en êtes à penser le fait de changer l'alimentation de votre animal quand vous le pourrez et ah tiens, je l'ai sorti que 2 fois, on n'est pas dans le cas de maltraitance, parce que j'ai ma sœur par exemple qui a son chien, elle a une sœur ostéopathe animalier, alors je vous explique la pression par rapport à son chien, et elle m'appelle très souvent en me disant je l'ai sorti 3 fois, j'ai changé les croquettes, et c'est super, mais il faut aussi, je lui dis c'est top, mais ton chien il est pas malheureux. Il est très bien, il est en super santé. Là, on a réussi à trouver un budget aussi pour les croquettes, parce que l'alimentation pour les chiens, ça monte vite aussi. Oui. Donc, chien et chat, d'ailleurs, je dis chien, mais voilà. Mais du coup, il faut faire attention aussi à pas s'autoflageller en permanence parce que son chien, il n'est pas parfait, ou son chat, il n'est pas parfait. C'est des animaux comme nous. Ils ne peuvent pas non plus être au top du top tout le temps, quoi. Voilà, toujours des messages de prévention. mais c'est bien. Mais ça prouve aussi que tu connais ton métier et que tu sais aussi que tu as ton métier, ok, mais il y a tout un environnement à côté. Ouais. Et c'est pas que ton métier qui va faire les choses, c'est tout ce que tu vas mettre en place par ton métier et par tout ce qu'il y a autour qui va faire que l'animal se sente bien. Exactement. Et des fois, de la façon dont tu le dis aussi, l'être humain, finalement. C'est ça, exactement. Eh bien écoute, moi ce que je te propose, c'est de finir avec la dernière question qu'on pose toujours. Est-ce que tu aurais aimé répondre à une question que je ne t'ai pas posée? Je crois pas. Ouais. Non, je crois pas. Je réfléchis, mais parce que après, moi, je peux m'étendre des heures et des heures sur mon métier. Ça peut être toi aussi, hein. Tu es Marie. Ah oui, c'est vrai. Non, après, la question, c'est est-ce que je serai là à la visite du lycée de la Touche dans le mois de mai pour essayer de les voir et de leur dire bonjour, j'aimerais bien faire des interventions dans le lycée. Ce serait avec grand plaisir. Parce que c'est les professionnels de demain. Donc, tout à fait. Voilà. Donc mon but, ce serait potentiellement d'aller les voir et de dire bonjour, est-ce que je pourrais faire une petite intervention pour parler de l'ostéopathie animale dans vos classes? Si le message est passé, écoute, on ne sait jamais. On fera le nécessaire pour que ça aille à qui de droit. C'est ça. Eh bien écoute Marie, merci pour tout. Merci à toi. Et écoutez, notre émission s'arrête ici. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu et la cloche de notification. Évidemment.
Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Marie, encore merci. Merci à toi. Et au mois prochain pour la prochaine interview. Bonne journée!